guérison intérieure ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant. Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants, alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie, d'où cette évolution dans le complément de titre. J'ouvre aujourd'hui la saison 2, composée de 4 épisodes qui traitent de l'importance du non-jugement dans la maladie, face aux choix de traitement, face aux ressentis et aux émotions qu'on peut exprimer. Le format des épisodes est lui aussi quelque peu modifié, vu que je laisse place entière à l'interview et vous renvoie pour les approfondissements à ma chaîne YouTube, où je vous propose des visualisations pour vous recentrer, des exercices pour exprimer vos émotions par la création et des massages pour ancrer l'amour et la confiance dans votre corps. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Je vous accompagne à défaire les nœuds, apaiser les stress, les tensions, à tisser votre vie de joie, de confiance et d'amour pour libérer vos émotions et aller vers plus de sérénité au quotidien. Mona est écrivaine, chanteuse et comédienne, atteinte de plusieurs maladies orphelines, de handicap invisible et de douleurs chroniques. Elle vient nous parler de son parcours, elle vient nous parler de ses réussites, de ses trouvailles, de son cheminement face à la souffrance, face à la douleur. Elle vient nous parler de la joie d'avoir dépassé la ligne de départ et non pas celle de l'arrivée. C'est avec une grande joie que je la reçois aujourd'hui. Bonjour Mona, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Alors, je t'ai rencontrée sur les réseaux parce que tu envoies des petits messages pour interpeller en te présentant en tant qu'artiste, écrivaine, comédienne, chanteuse. Oui, tout à fait, c'est ça. Est-ce que d'abord, tu veux nous présenter ton art? Alors, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. L'art a une place, primordiale dans ma vie. C'est quasiment, au centre, au centre de ma vie et j'écris énormément. Donc, je suis l'autrice du livre Arnold et moi, Vivre avec des douleurs chroniques, qui est sorti il y a un petit peu moins d'un an maintenant et qui a été récompensé par un prix littéraire. J'écris aussi beaucoup de textes, je suis un peu parolière, donc j'écris, j'ai environ une trentaine de chansons, d'écrites, que je ne diffuse pas forcément parce que je trouve ça encore plus personnel, ma musique encore plus personnelle que mon écriture, voilà, que mon livre. Donc voilà, je suis aussi comédienne de théâtre, je fais partie d'une troupe, de théâtre. On se produit tous les ans et voilà et j'adore ça donc donc je profite de ces moments-là et l'art, est réellement quelque chose de thérapeutique, pour moi. Et du coup, ça a toujours été? Ou c'est venu Alors oui, j'ai toujours eu, vraiment un côté artistique très développé. Moi j'ai commencé par la danse quand j'étais plus jeune et puis, c'est vrai qu'après la maladie étant arrivée, j'ai eu cette impression en fait d'être un peu, d'avoir toute cette créativité qui était un peu, enfouie à l'intérieur de moi, qui ne demandait qu'à sortir, mais qui ne pouvait pas parce que je n'avais pas l'énergie pour, c'était un petit peu comme si tout ça, c'était sous une chape de plomb et du jour où je suis allée mieux, toute cette créativité est sortie d'un coup. Ça a été difficile pour moi de la maîtriser, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mon livre. Parce qu'il y avait tellement de choses qui devaient sortir que l'écriture du livre, ça a été quelque chose de thérapeutique et d'évident. vu ce que tu me dis là, j'ai envie de te poser tout de suite la question de l'évidence. Parce que j'avais vu passer un post où tu disais mais arrêtez de dire j'ai le choix, j'ai pas le choix.
Et c'est, voilà, je voulais t'entendre sur cette question du choix, de l'évidence, de ce qui se fait mais qu'on choisit et de ce qui se fait qu'on choisit pas, qui s'impose de soi. Oui, alors c'est vrai que souvent on me dit, «Qu'est-ce que tu es courageuse, qu'est-ce que tu es résiliente?» Et j'aime pas du tout qu'on me dise ça, en fait. Parce que, j'estime que c'est pas du courage, c'est pas de la résilience, c'est juste, que la vie m'a imposé des épreuves et elle ne m'a pas laissé le choix, elle ne m'a pas laissé d'autre choix que de les affronter. Donc pour moi, il y a pas de voilà, il y avait pas eu de choix possible. C'était, je devais avancer, j'avais pas, d'autres possibilités, je n'avais pas d'autres chemins possibles, qui s'offraient à moi. C'était forcément avancer, aller de l'avant. Peut-être parce que quelque part au fond de moi, je refusais complètement ce qui m'arrivait et qu'il était hors de question que je reste, dans un état, moi je suis restée alitée pendant 4 ans donc il était absolument hors de question que je reste alitée et il fallait absolument que je trouve, une solution. Donc j'avais cette soif de recherche de solutions, et cette soif d'avancer qui ne m'a jamais quittée et que j'ai encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Je c Cette soif, elle est trop forte pour que je puisse, la nier. Elle est là et elle prend toute la place. Donc elle me laisse pas le choix, quoi. Elle me secoue et elle me motive et me bouscule parfois, en disant: «Non, non, là, voilà, tu dois avancer, tu peux pas, OK, c'est une épreuve de plus, mais tu vas la surmonter comme toutes les autres et tu continues». Alors oui, effectivement, c'est un parcours, oui, de l'évidence, c'est ça. Oui. Et du coup, il y a trop plein de choses qui me viennent d'un coup. Et on va partir sur le fait, parce que ça fait 2 fois déjà que tu en parles, du fait, d'avoir été alité pendant 4 ans. Et la Ouais. première fois là que t'en as parlé, tu l'as dit, euh, j'avais trop de choses en moi que je pouvais pas exprimer parce que la fatigue, elle t'opprimait. Et comment toi t'as réussi voilà, à garder une once, un soupçon de morale, je sais pas comment tu l'appelles, pour garder tout ça et pouvoir le sortir au moment où ça a pu se faire. Ça a été extrêmement, extrêmement difficile, j'ai eu, vraiment des années, compliquées moralement, psychologiquement parce que je voyais que mon état se dégradait et qu'il n'y avait aucune solution qui s'offrait à moi pour, changer les choses. Donc ça a été vraiment compliqué. Je pense que ce qui m'a donné la force, de garder, voilà, un peu de positivité et de morale, c'est principalement le soutien de ma famille, mes enfants, parce que j'ai 2 petits garçons, qui étaient, assez jeunes à l'époque. Donc je pense que j'ai eu une espèce de force, en fait, de maman qui m'a portée, qui m'a permis bah, d'être toujours positive, plus pour eux que pour moi. Mais c'est ce qui m'a énormément, énormément aidée et c'est ce qui m'a maintenue la tête, hors de l'eau pendant, oui, pendant plusieurs années, hein. Hmm. Je pense que si j'avais pas eu tout ce soutien, familial et mes enfants et cetera, peut-être que effectivement je ne tiendrais pas le même discours sur la résilience. Peut-être que d'autres voies auraient pu s'offrir à moi, autres que celle-ci, autres que le «je n'ai pas le choix». Peut-être que j'aurais pu, me laisser sombrer, doucement et que finalement, bah, ça m'aurait bien convenu, quoi. Mais, avec, tout l'environnement familial que j'ai, je pouvais pas me permettre de leur faire ça. Donc, je me suis beaucoup peut-être même plus battue pour eux que pour moi. Donc finalement, tu t'es battue pour nourrir la vie qui t'entourait, c'est ça. Tout à fait, oui. Et du coup, tu dis qu'il y a eu les enfants qui étaient en bas âge. Toi, on peut en venir détailler un peu plus, voilà ce qui s'est passé parce que tu as une multitude de choses qui s'ajoutent. Oui. Est-ce que ça et du coup, c'est pas de naissance?
C'est venu à l'âge adulte? C'est venu, Alors oui, c'est venu à l'âge adulte. En fait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, jusqu'à l'âge de 23 ans, j'ai jamais eu vraiment de gros soucis de santé. Enfin rien d'alarmant, même si petite, j'étais, souvent, malade, enrhumée ou, je me blessais régulièrement, mais, rien qui puisse, faire penser qu'il y a une maladie, là-dessous, qui pouvait être responsable de tout ça. Et puis en fait, à l'âge de 23 ans, je me suis réveillée un matin avec, des violents maux de tête, hein, vraiment de très, très violents maux de tête et puis, des vertiges et j'ai commencé à faire beaucoup de malaise. Donc on a commencé à chercher ce que j'avais et malheureusement, je suis tout de suite tombée sur des médecins qui pensaient que j'étais surmenée, que tout ça était psychologique. La chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que moi, je suis de formation médicale à la base et que je savais parfaitement que si, je laissais un médecin, prendre cette voie du psychologique, c'était terminé, jamais on trouverait ce que j'ai et j'étais profondément persuadée que c'était vraiment quelque chose d'anatomique, de physiologique, de physique et je le sentais dans mes tripes, quoi. C'est vraiment je sentais que, au fond de moi, c'était pas quelque chose de psychologique. Les symptômes étaient si forts et si violents que ça ne pouvait pas être psychologique. Donc il a fallu que je me batte une première fois pour avoir un diagnostic. Ça a été compliqué. Il a fallu que je fasse, appel, à un médecin que je connaissais, un médecin, un ORL, mais qui connaissait très bien ma famille, qui m'avait déjà opérée par 2 fois pour ce que j'appelle des bricoles, hein. Et c'est lui qui a accepté juste de me faire passer une IRM cérébrale. Donc les autres, les neurologues, bon le cardiologue, m'a dit: «Il y a rien de cardiaque», mais le neurologue ne voulait même pas, entendre parler de me faire passer un scanner ou une IRM ou pour il partit du principe que mes symptômes ne ressemblaient à aucune pathologie qu'ils connaissent, mais il les connaît pas toutes et que de toute façon c'était psy. Donc j'ai passé une IRM cérébrale et on a découvert, bon ça a été assez compliqué parce que c'est très rare, donc il a fallu que l'IRM passe entre les mains de 5 médecins avant qu'on découvre en fait que j'avais ce qu'on appelle une malformation d'Arnold-Chiari, qui est en fait le cervelet qui se met à descendre au niveau des cervicales. Ça s'appelle une malformation, mais en fait, c'est pas vraiment une malformation, c'est un syndrome. Mais en France, c'est très mal pris en charge, c'est très mal compris et du coup, ils partent du principe que je suis née comme ça, mais j'ai des enfin, on est plusieurs patients à avoir des preuves que la malformation n'était pas présente à 10 ans ou 12 ans. Donc bon, ça, c'est une première chose. J'ai subi une grosse chirurgie du cerveau, pour essayer, en fait, de réduire la pression dans ma tête. Parce que le cervelet, comme il descend, en fait, il bloque la circulation du liquide céphalorachidien, ça fait une hypertension intracrânienne. Donc c'est de là que venaient mes douleurs et on m'a dit: «On va t'opérer», sans vraiment m'expliquer ce qu'on allait me faire. «On va faire de la place parce que ton cervelet n'en a pas et on va surtout t'éviter la tétraplégie et c'est surtout pour ça qu'on t'opère». Mais on m'a pas expliqué beaucoup plus de choses et puis finalement, j'ai compris par moi-même que les symptômes qui s'étaient développés allaient rester, notamment la douleur, les vertiges, que ça allait rester. La convalescence a été compliquée, hein. Je suis restée 1 an et demi, alitée et sous morphine, suite à ma craniectomie. Et c'est toujours très long de toute façon les convalescences, neuro, c'est toujours très, très long. J'ai commencé à reprendre une vie normale, 3-4 ans après cette chirurgie. Il a fallu que j'adapte tout mon quotidien. Donc je enfin moi j'ai un mode de vie, une hygiène de vie d'athlète, hein. C'est-à-dire que je mange sainement, je dors, tout est hyper, cadré, tout est hyper millimétré parce que si je fais une soirée improvisée par exemple, bah, je vais me retrouver avec des maux de tête, terribles. Je vais me retrouver 2 ou 3 jours, alitée par la suite avec, une fatigue chronique, donc je suis obligée de tout prévoir. Mais j'arrivais, quand même à bien m'en sortir au final avec cette pathologie. J'ai pu, donc reprendre mon travail. Moi, je travaillais en pharmacie hospitalière. J'ai pu avoir mes enfants, ce qui n'était vraiment pas gagné parce que j'ai eu mes enfants contre l'avis des médecins. Mais j'avais vraiment,
très envie d'avoir des enfants, donc je ne voulais pas me priver de ce bonheur. Donc j'ai passé mes 2 grossesses, alitées et sans antidouleur, mais finalement, bah, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, en 11 ans à peu près après la crâniectomie, j'ai eu une nouvelle aggravation de mon état et j'ai eu cette aggravation parce qu'il y a des choses, malgré tout que je ne peux pas faire. J'étais porteuse d'un handicap invisible à l'époque, je le suis toujours, mais je suis aussi passée par la phase handicap visible, donc c'est pour ça que j'explique ça comme ça. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, je ne peux pas porter de charge lourde, ça peut être dramatique pour mon cervelet, il peut redescendre. Donc voilà, j'avais un poste de travail aménagé et puis, en 2016, j'ai changé de travail et mon nouvel employeur a refusé d'adapter mon poste de travail, par rapport à mes restrictions médicales. J'ai eu beau me battre pendant 1 an et pourtant c'était un employeur public, je suis fonctionnaire, c'était dans un hôpital public, donc normalement ça n'aurait dû poser aucun problème et bah, ça n'a pas été le cas. Et je me suis battue pendant 1 an, contre, ma chef de service, la direction, la médecine du travail et personne, il y a eu un gros dysfonctionnement au niveau de l'hôpital et personne n'a réussi à faire appliquer, les restrictions et ce qui devait arriver arriva. Mon état de santé s'est dégradé, très, très vite, d'une façon fulgurante et j'ai eu une aggravation plus forte que la première qui avait nécessité la chirurgie du cerveau. Et c'est suite à ça que j'ai passé donc 4 ans alité et j'ai ma jambe gauche qui s'est, complètement paralysée en fait. Donc voilà, j'ai eu vraiment une grosse aggravation et pendant ces 4 années d'alitement, j'ai d'autres pathologies qui se sont développées. Enfin, qu'on a diagnostiquées plutôt, qui étaient sous-jacentes, mais sur lesquelles on n'avait pas encore posé de diagnostic, même si, pour certaines, j'avais déjà de gros doutes, notamment pour l'endométriose. Donc j'ai été opérée 2 fois de l'endométriose et ça s'est pas bien passé du tout parce que lors de la première chirurgie, quand on m'a retiré l'utérus et j'ai fait une péritonite aiguë. Donc j'ai été réopérée en urgence vitale et c'est suite à ça qu'on a découvert que j'en fais en fait une troisième pathologie qui est le syndrome des lèvres dans l'os et que tout ça en fait est lié avec, le cervelet, les lèvres dans l'os. Donc moi j'ai eu un moment vraiment où je me suis dit: «C'est pas possible, enfin c'est une blague, l'univers est en train de se liguer contre moi». C'est comment peut-on avoir autant de pathologies qui nous tombent dessus les unes après les autres? Hem la première année d'alitement, voilà, on m'a diagnostiqué, quasiment 3 pathologies supplémentaires. Donc même moi, j'y croyais pas, j'étais complètement, abasourdie par ce qui m'arrivait. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une seule personne cumule autant de pathologies donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon attends, moi je vais pas accepter ça comme ça sans rien faire, c'est pas possible». Et j'ai commencé, à me plonger dans la lecture de toutes les études, scientifiques qui ont été menées sur toutes ces pathologies. J'y ai passé 3 ans de ma vie. Je n'ai fait que ça pendant 3 ans. J'ai dormi, j'ai souffert et j'ai lu. C'est tout ce que j'ai fait Mmh. et ça m'a amené à comprendre plein de choses sur, les liens possibles entre ces différentes pathologies. J'ai compris aussi que, j'avais certainement une autre pathologie qui était liée, mais qui n'était pas du tout connue en France, donc pardon, qui n'était pas du tout connue en France. Donc il a fallu que je me démène pour pouvoir passer les examens, pour détecter cette pathologie. Les examens qui ne sont pas du tout pratiqués en France parce que les radiologues ne sont pas formés et j'ai finalement réussi à trouver un neurochirurgien italien qui m'a opéré du bas du dos en mai 2021 et qui m'a expliqué qu'en fait, mon syndrome des lèvres dans l'os, a provoqué un épaississement de ce qu'on appelle le filum terminal, qui est un ligament qui part de la nuque, jusqu'au sacrum et que ce ligament était tellement épais et tellement tendu que c'est lui le responsable, c'est lui qui a fait descendre le cervelet. Donc tout ça, en fait, est lié
Et donc il m'a opéré, m'a fait une toute petite, chirurgie, en anesthésie locale. Bon, ça a duré 25 minutes, c'était vraiment rien du tout. Il a sectionné ce ligament et 4 heures après la chirurgie, j'avais retrouvé l'usage total de ma jambe qui avait été paralysée pendant 3 ans. Et j'ai aussi un fond douloureux, au niveau de la tête qui a disparu en même temps. Donc là, je me suis dit que finalement, j'avais pas fait tout ça pour rien et que finalement, bah, tout tous les événements que j'avais vécus m'avaient amené à ce moment précis, en fait. Tout prenait sens. Toutes les pièces du puzzle, voilà, ce le puzzle prenait forme et je me suis dit: «En fait, tout ce qui t'est arrivé, c'est pour ça que tu l'as fait. C'est pour découvrir que c'est ça, en fait, la cause». Et c'est à partir de ce moment-là que, c'est comme si on avait ouvert le couvercle d'une cocotte minute et toute ma créativité est sortie, enfin, à tel point que ça m'empêchait de dormir. J'étais parfois à 4 heures du matin en train d'écrire, parce qu'il fallait absolument que tout ça sorte, parce qu'une fois, la fatigue et la douleur, dissipées, parce que ça restera toujours, mais ça n'a plus du ce n'est plus du tout dans la même mesure. Une fois, que tout ça était un peu dissipé, bah, je me suis aperçue que j'avais vraiment, une fibre artistique et créative qui ne demandait qu'à s'exprimer et je l'ai laissé faire. J'ai décidé de ne rien m'interdire, mais vraiment, voilà, j'ai commencé à dire à mes proches, «Je vais écrire un livre», enfin, je suis en train d'écrire un livre. On m'a dit: «Mais, bah, fais-le si ça te fait du bien», mais on a commencé à me prendre un peu pour une folle en disant: «Bon, bah, voilà, je repars dans la musique, je reprends des cours de chant, j'ai écrit, 30 chansons en 2 ans, j'intègre une troupe de théâtre», on m'a dit: «Attention, tu forces trop, tu te rends pas compte, tu vas pas y arriver». Mais j'ai écouté personne et je suis très contente de pas les avoir écoutés parce que je pense que ce qu'ils voulaient, c'était principalement me protéger, ce que je comprends très bien. Mais je leur ai expliqué que j'estime être la seule à savoir, de quoi je suis capable et j'ai aussi, commencé à faire de la course à pied, moi qui n'avais jamais couru de ma vie. Mais j'avais besoin de savoir jusqu'où cette, jambe allait pouvoir me porter et elle m'a porté l'année dernière jusqu'à la Parisienne, sur 10 kilomètres que j'ai gagné en handisport et je retente l'expérience dimanche prochain. Donc et je suis très contente et j'ai vraiment hâte, de faire cette course, parce que c'est un vrai symbole pour moi. Heu, c'est un défi que je me suis posé, 3 mois après la chirurgie. Je me suis dit: «Tiens, je vais courir la Parisienne dans 1 an». On m'a dit: «Tu es complètement folle ma pauvre fille, mais tu y arriveras jamais» et je l'ai fait et je l'ai gagnée et donc pour moi, c'est un vrai symbole cette course et je vais recommencer cette année et comme je dis souvent, je vais peut-être pas la gagner cette année, il y a même peu de chances que je la gagne. J'ai certainement eu beaucoup de chance l'année dernière, mais peu importe, ma plus belle victoire, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. C'est de prendre le départ de cette course et de me dire: «Bah, je vais la finir». C'est juste ça ma victoire, ma plus belle victoire, c'est ça, quoi. Bah, merci pour, pour ce témoignage en tout cas, parce que c'est vraiment dit de façon très belle, en fait. Merci. Et vraiment, enfin, je rebondis sur une chose que tu as dit qui est pour moi ultra importante. Euh, T'étais la seule à savoir, en fait, pour toi, ce que tu pouvais faire et jusqu'où tu pouvais aller. Et puis peut-être même si toi, tu savais pas jusqu'où tu irais, franchement, c'est trop beau de le dire comme ça. C'est la ligne de départ, effectivement, qui compte et la ligne d'arrivée, en fait, elle a peu d'importance par rapport à tout ça. Euh, merci. Du coup, enfin, j'ai d'autres questions à te poser par rapport à la douleur. Est-ce que tu dirais que tout cet élan qui a pu lâcher, enfin, que tu as pu prendre conscience de plein de choses, de comprendre à ton niveau certaines causes, certains effets et tout ça. Est-ce que tu dirais que dans la douleur, parce qu'aujourd'hui tu dis douleur chronique, donc c'est que tu as toujours des douleurs,
Oui, Mais tout à fait, oui. comment, voilà, comment toi tu t'en sors en tout cas avec ces douleurs et quels conseils t'aurais à donner à des personnes? Moi, je travaille pas mal avec des personnes qui ont des effets secondaires de traitement et qui ont effectivement des douleurs permanentes, même pas forcément chroniques, mais permanentes. Et c'est vrai que, voilà, quel est toi, ce que tu penses pouvoir apporter peut-être à des personnes au niveau d'un message, voilà. Alors c'est vrai que moi je vis toujours avec la douleur et je vivrai toujours avec la douleur parce que lorsqu'on m'a fait ma craniectomie il y a 18 ans, j'ai un nerf qui a été abîmé. Donc, c'est le nerf d'Arnold. Donc c'est un nerf qui passe là sur le côté de la tête. Donc le mien à gauche est abîmé. Donc je peux faire des névralgies d'Arnold, très violentes qui avec, voilà des douleurs à 7 ou 8 sur l'échelle de la douleur et ça peut durer jusqu'à une semaine parfois où bon je suis une semaine, dans le noir, avec, cette douleur. J'ai essayé bien sûr tous les traitements pour essayer de me calmer. J'ai un traitement qui fonctionne bien à base d'injections de botox que je fais tous les 3 mois. Mais bon attention, les séances sont très douloureuses et on n'a pas les effets tout de suite, donc c'est assez décourageant au départ. Mais bon, maintenant ça fait 4 ans que je l'ai fait, donc maintenant je pourrais plus m'en passer parce que vraiment ça m'a changé la vie. Après le ressenti de la douleur, il faut bien comprendre que c'est propre à chaque personne et moi ayant ressenti des douleurs vraiment extrêmes, paradoxalement, je supporte beaucoup mieux une douleur à la tête qu'une douleur abdominale, quand j'ai fait ma péritonite, donc c'est ma la douleur la pire que j'ai vécue, c'est ma péritonite. Donc pendant, 4 heures, j'ai souffert vraiment le martyre. Ça reste ma douleur de référence pour, les autres douleurs du coup. Mais je vais, beaucoup mieux gérer une douleur à la tête, à 7 qu'une douleur abdominale à 4 parce que j'ai plus, l'habitude et quelque part le corps, s'habitue à avoir mal. Moi, ça devient même, un mode de fonctionnement et quand il y a un matin où je vais me réveiller sans douleur, je vais me poser des questions en me disant: «Il y a quelque chose qui est pas normal aujourd'hui en fait, la douleur, il manque quelque chose et du coup, je ne suis pas très à l'aise. C'est des jours où je suis pas vraiment je suis assez méfiante parce que je me dis que je vais avoir un retour de bâton, Mm. que j'ai pas mal, mais je me méfie, ça va se payer. C'est pas normal que j'ai pas mal à ce moment-là. Donc je suis toujours assez méfiante et je suis, plus à l'aise, là, par exemple, j'ai une douleur à 4 à la tête, je suis plus à l'aise avec ça parce que c'est devenu un vrai mode de fonctionnement. Le corps, en fait, c'est une machine formidable qui, s'adapte à beaucoup de choses. Après, c'est très long de s'adapter. Moi, enfin, ça fait 18 ans que je souffre, donc on s'adapte pas en 3 mois à des douleurs pareilles, ça c'est sûr. Ce qui est, mis à part, les traitements, la morphine et tout ça, ce qui peut beaucoup aider les patients qui souffrent, moi ce que je trouve qui m'aide le plus, c'est, déjà le soutien de mes proches. C'est-à-dire que parfois, j'ai pas besoin forcément qu'on vienne, me prendre la main et me dire, «Ça va aller». J'ai juste besoin que la personne, elle soit là. La présence d'une personne, en fait, parfois peut suffire parce que souvent les proches savent pas quoi dire, savent pas comment apaiser la personne qui souffre et je le comprends, c'est difficile. C'est des thèmes que j'aborde dans mon livre, mais il faut bien comprendre que le meilleur des soutiens, c'est pas la parole, c'est la présence. Ça, je trouve que c'est très important de le souligner, et l'écoute. Le proche a pas forcément besoin de répondre, mais juste d'écouter. C'est hyper important. Parfois, on a besoin de se confier, on a besoin d'expliquer avec nos mots ce qu'on ressent et on a juste besoin d'une personne qui écoute et qui hoche la tête en disant, voilà: «Je ne peux pas me mettre à ta place, en tout cas j'essaye de comprendre» et qui nous laisse aller au bout de notre discours. Ça fait beaucoup de bien. Vraiment psychologiquement, ça apaise beaucoup. Après, moi je conseille aussi beaucoup, tout ce qui est art thérapie, parce que, par exemple, moi je sais que quand, je souffre beaucoup, il peut m'arriver d'écrire ou de peindre et ça le fait de peindre, je peins souvent quand j'ai très, très mal. Donc quand j'ai une douleur à 8 ou 9, je peins et
Le fait de peindre, en fait, ça me décale de ma douleur. Le fait de décaler son attention de la douleur, ça peut être une bonne chose. Donc, bon, moi, c'est la peinture, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être peut-être, regarder un film ou essayer, en fait, de tromper un petit peu notre cerveau en focalisant son attention sur autre chose. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est quelque chose qu'on apprend à faire avec, le temps, avec, de l'entraînement aussi. C'est quelque chose qui peut s'apprendre. Donc voilà, moi je conseille souvent, aux gens de quand ils sont vraiment en souffrance, alors c'est sûr, hein, que quand on est très mal, on n'a pas envie de bouger du fond de son lit, mais s'il y a une activité qu'en temps normal on adore faire et que là, même si c'est difficile, essayez de la faire. Essayez de la faire parce que parfois le plaisir de faire l'activité va prendre le pas sur la douleur et on va même pas se rendre compte que finalement la douleur est en train de baisser et que ce sont les endorphines, voilà, du plaisir d'écouter telle ou telle chanson qui vont prendre le dessus et c'est parfois beaucoup mieux que de se faire, injecter, de la morphine comme j'ai pu avoir ou des cures de kétamine, j'en ai eu des dizaines et des dizaines, qui finalement n'avaient pas plus d'effet que quand je prends une toile et que je gribouille un truc, hein. Et même si c'est moche, on s'en fiche, c'est pas ça le problème, enfin, c'est pas Oui. du tout le sujet. Voilà, le but, c'est de se faire plaisir, d'essayer de faire quelque chose qui nous fait plaisir au moment où on souffre. C'est ça le but. Ben, merci. Merci pour ces conseils. Et oui, effectivement, enfin, à mon niveau, en tout cas, je confirme bien sûr ce que tu dis. Ça me paraît ultra important de décentrer et de pouvoir aller ailleurs. Et effectivement, la beauté, on s'en fout. C'est pas du tout ça qu'on a besoin à ce moment-là. C'est juste, voilà, de relâcher, d'exprimer, peu importe. Encore une fois, la ligne d'arrivée. Voilà, le but, c'est d'essayer de prendre du plaisir, à un moment où la douleur, envahit tout, pour essayer, en fait, de la repousser au second plan. C'est vraiment l'idée, en fait, c'est ça. Et là, du coup, pour finir, Euh, je veux bien que tu nous fasses un tout petit point, voilà, sur ton livre, sur ben comment on peut le trouver, et puis qu'est-ce que les personnes, quel type de personnes il va viser. Voilà, est-ce que ça s'adresse à tout type de personnes, à n'importe quelle maladie, ou est-ce que c'est vraiment ciblé sur ta maladie à toi? Alors, Arnold et moi, je l'ai vraiment écrit pour toutes les personnes qui ont des pathologies chroniques et des douleurs chroniques. C'est à travers mon histoire, certes, mais c'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui souffrent. Il y a quand même 12 millions de malades chroniques en France, c'est énorme et j'ai vraiment conçu ce livre pour que ces patients-là, déjà se sentent moins seuls, qu'ils comprennent qu'ils ne sont voilà, ils sont pas seuls à vivre ce genre d'enfer, quotidien. Heu, il y a un énorme message d'espoir et moi mon livre, c'est vrai que les 3 quarts du livre, c'est difficile, c'est un livre qui est pas facile à lire, hein, j'en suis bien consciente, mais la fin, c'est un formidable message d'espoir. Si moi, après 4 ans alité avec une jambe paralysée, dimanche, je vais courir la parisienne, bah, tous les espoirs sont permis, en fait. Tout est permis. Si moi j'ai réussi à faire ça, voilà, il y a forcément je pense qu'il faut pas hésiter à chercher, qu'il faut être acteur de sa santé. Moi, je suis patiente experte et je conseille à tout le monde de s'informer au maximum sur ces pathologies parce que le mythe du médecin sauveur, pour moi, c'est vraiment un mythe, hein, ça n'existe pas. Il y a pas un médecin qui va venir vous sauver si vous n'avez pas fait la démarche de comprendre comment fonctionne votre pathologie pour, vous orienter au mieux. Donc ça, c'est hyper important. Comprendre de quoi on souffre, comprendre comment on peut, déjà agir, à son niveau et parfois, bah, oui, la solution, elle est pas en France. Ça, c'est sûr que la France, on a perdu nos lettres de noblesse en médecine il y a déjà bien longtemps et très peu de gens en sont conscients. Mais il y a plein d'autres pays où ils font des choses formidables et il faut pas hésiter quand on a la possibilité, les moyens financiers de le faire. Moi, je me bats aussi, sur cet aspect-là pour aider les gens. Et Arnold et moi s'adresse aussi aux proches, des voilà, aux proches aidants des malades chroniques pour leur essayer de leur faire comprendre
ce que l'on peut ressentir. C'est difficile pour un malade chronique parfois d'exprimer ce qu'on ressent et j'ai essayé de le faire au mieux pour que les gens, en lisant mon livre, puissent, voilà, se rendre compte que leur proche, vit, même si c'est pas tout à fait la même maladie, mais vit, et ressent des émotions similaires. Ben merci pour toute cette explication, tout ton parcours et tout ton partage qui est très inspirant du coup. Merci. Voilà, est-ce que ça t'inspire autre chose? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que... Non, j'ai juste, il y a souvent un petit message que j'aime bien faire passer, c'est de dire aux gens qui souffrent de se faire confiance. Si vous sentez au fond de vous que ce que vous avez, ben, c'est pas on vous a pas donné le bon diagnostic, que c'est pas ça, que c'est pas psychosomatique, je pense qu'il faut se faire confiance, qu'on est les plus à même de savoir, si on va dans la bonne voie ou pas. Donc je pense que c'est important. C'est important de se poser et de se dire: «Bon, le médecin il m'a dit ça, est-ce que je suis d'accord avec lui? Est-ce que pour moi, ça a du sens? Est-ce que ça n'en a pas?» Ça je pense que c'est très important, de se poser la question. On n'est pas médecin, mais les médecins sont pas capables de ressentir ce que nous on ressent. C'est vrai. Merci beaucoup. Et bah, de rien, ça a été un plaisir. La semaine prochaine, nous accueillerons Audrey, coach émotionnelle et formatrice, spécialisée en HPI, TDAH et hypersensibilité. Elle nous aide à comprendre nos atypies. Elle viendra nous parler de l'intimité du couple mise à mal par la maladie, les traitements, les interventions, la dureté du jugement envers nous-mêmes, mais aussi de la puissance de la confiance au sein du couple. En attendant, si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager. Puis s'il vous a parlé au niveau des douleurs, je vous invite vraiment à développer le côté de l'art-thérapie, de l'artistique, faire ressortir le plaisir, des actions que vous pouvez mettre en place qui peuvent prendre le pas sur les douleurs quelles qu'elles soient. Je vous souhaite une très belle journée et à dans 2 semaines.